La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. Hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre Business Club de l'Ouest. Nous sommes très heureux de vous présenter encore cette semaine l'économie décryptée par ceux qui la font. Nous sommes accueillis au sein de l'Atrium de la Banque Populaire Grand Ouest que nous remercions pour son soutien. L'équipe des chroniqueurs du jour, merci à vous Benoît Cattel, vous êtes le directeur général de la BPGO. Merci à vous Laure Quatrebeu, vous êtes vice-présidente de l'Université de Rennes. Et à vos côtés, le président du MEDEF Bretagne, Hervé Kermarek. Merci à vous trois. Nous allons recevoir l'un des totems de notre gastronomie, de notre territoire, entre tradition d'un côté, modernité de l'autre. Il nous enchante et nous régale depuis plus d'un siècle. Eh bien, ce sont les fameux craquelins de Saint-Malo, véritable entreprise du patrimoine vivant. Je vous demande d'accueillir son dirigeant, Régis Boiron. Merci beaucoup Régis d'avoir accepté l'invitation de ce Business Club de l'Ouest de TVR et de la BPGO. Si je vous dis que l'histoire, évidemment, elle a plus d'un siècle, elle remonte à 1923 par la famille Josselin. C'est le tout début vraiment de ces craquelins. C'est le tout début de l'entreprise Les Craquelins de Saint-Malo. Beaucoup plus anciens. Parce que on remonte au Moyen-Âge. Hein. Le produit craquelin en tant que tel, il remonte au Moyen-Âge. La première fois où on voit le mot craquelin apparaître dans un livre de langue française, c'est 1265, le XIIIe siècle. Donc depuis le XIIIe siècle, il y a des gens qui fabriquent des craquelins, il y a des gens qui en mangent. Heureusement, parce que sinon il y a un problème de stock à un moment donné. Hein. Alors quand on dit Saint-Malo, on pense Terre-Neuve, les longs voyages, et le craquelin, vraiment, il n'y avait pas de sel, il se conservait formidablement bien. C'est peut-être aussi l'un des secrets de la réussite. C'est le craquelin pour la région de Haute-Bretagne, c'est effectivement un biscuit de mer en fait. Donc c'était un biscuit qui était emporté par les marins pêcheurs quand ils allaient à Terre-Neuve, pêcher la morue notamment, à tel point que aujourd'hui, si vous allez au Québec, dans les supermarchés au Québec, vous avez même des rayons de craquelin. Il y a même une entreprise qui s'appelle Craquelin Breton. Donc le produit a traversé l'Atlantique et s'est installé aussi là-bas. Alors, ce n'est pas exactement le même produit, eux, ils le trempent dans la soupe, mais voilà, c'est une autre culture, mais c'est bien la même histoire. Et en discutant avec vous, vous nous avez livré avec Hervé Kermarek quelques recettes assez étonnantes. Vous avez repris l'entreprise en 2009 et depuis 2022, eh bien, vous avez de très beaux locaux à l'entrée de Saint-Malo, vraiment sur la zone d'Atalante. Aujourd'hui, c'est 40 salariés pour un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros. Il y a les craquelins d'un côté, puis vous avez diversifié aussi. On en parlera durant cette émission. Benoît Cattel. Écoutez, je vais saisir la balle au bon. D'abord, merci de votre présence. On est vraiment ravis de pouvoir discuter craquelin aujourd'hui et au-delà du craquelin. Est-ce que vous pouvez nous faire, sous forme de résumé, ce qu'est aujourd'hui l'entreprise que vous dirigez ? C'est une entreprise qui a une histoire derrière elle, en fait. Hein, voilà, donc plus d'un siècle pour l'entreprise Les Craquelins de Saint-Malo. Qui s'est implanté à Saint-Malo. Hein, c'était un peu étonnant d'ailleurs pour les craqueliniers. Hein, celui qui fabrique le craquelin, c'est un craquelinier. Qui était plutôt, les fabricants de craquelins étaient plutôt dans les terres, soit au Champ-Géraud, soit du côté de Pleurtuis. Et donc, en 1923, la famille Josselin est venue s'installer à Saint-Malo. Et donc, c'est la première entreprise à fabriquer des craquelins à Saint-Malo. Voilà, c'est donc vraiment cette histoire qui est importante. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est une quarantaine de salariés. C'est deux activités de fabrication en agroalimentaire. L'activité historique qui est la fabrication des craquelins, ce fameux biscuit breton voilà, que nous connaissons tous. Et puis une deuxième activité qui est un peu moins connue du grand public, mais importante pour le développement de l'entreprise, c'est une activité de fabrication d'entremets surgelés, voilà, que nous vendons dans des réseaux professionnels de boulangerie-pâtisserie ou de restauration commerciale. Laure. J'aimerais que vous reveniez sur votre début d'histoire avec les craquelins. Pourquoi vous avez craqué pour les craquelins et comment se fait accepter dans une entreprise qui a une histoire importante, hein, près de 80 ans au moment où vous l'avez reprise? Alors moi j'ai un parcours
à la fois dans une famille d'agroalimentaire, dans les purées de fruits, coulis de fruits, fruits surgelés. Et j'ai eu aussi un parcours dans le monde bancaire à un moment donné. Et puis, voilà, je dirais la fibre entrepreneuriale est revenue un petit peu à mes oreilles, dans mon esprit. Et à un moment donné, je me suis mis effectivement un peu en recherche, voilà, d'une entreprise. Alors, du côté maternel, beaucoup d'attaches du côté de Saint-Malo, de la Bretagne. Et donc, d'ailleurs, les Craquelins de Saint-Malo, c'était une entreprise que j'avais identifiée. Je m'étais dit, tiens, l'entreprise que j'aimerais reprendre, ce sont les Craquelins de Saint-Malo. Parce que je connaissais les produits. Et puis je m'étais renseigné un peu sur la dirigeante. Voilà, c'était une femme qui dirigeait l'entreprise. 46 ans, je me suis dit, Régis passe à autre chose. Hein. Elle va pas vouloir vendre. Et puis 2 ans après, un intermédiaire de Rennes m'a appelé en disant, voilà, on a une biscuiterie à Saint-Malo à vendre. Voilà, je savais que c'était les Craquelins de Saint-Malo et que c'était vraiment un vrai coup de cœur pour cette entreprise. Et vous avez craqué pour les Craquelins. Hervé Kermarek. Oui, alors on parle d'une belle histoire, mais il y a aussi une aventure industrielle, vous venez de l'expliquer. Comment fait-on pour passer d'une entreprise artisanale à un cycle industriel et en faisant un virage à 180, puisque aujourd'hui l'activité des Craquelins est une des activités qui composent l'activité du groupe. Comment on se diversifie? Comment on passe de ce mode artisanal au mode industriel? C'est une alchimie. Une douce alchimie. Les Craquelins, c'est l'histoire de l'entreprise, c'est le nom de l'entreprise. Voilà, c'est depuis 1923. D'ailleurs, récemment, à la fin du mois de janvier, on a célébré un départ en retraite d'une personne qui avait fait 45 ans d'entreprise au sein des Craquelins de Saint-Malo. Voilà, donc elle avait dû en voir des Craquelins passer, hein, et ça devait se compter en milliards, je pense. Voilà, donc c'est une alchimie entre cette tradition et une volonté d'innovation, parce que dans le domaine industriel et encore plus dans le domaine agroalimentaire, il faut en permanence innover. Et donc voilà, on a innové dans le domaine de la pâtisserie surgelée, parce qu'on avait les compétences en interne, on avait recruté des pâtissiers, et voilà, on a voulu aller vers ces marchés-là. C'est quand même très intéressant d'avoir 2 activités. Alors, parce que quand l'une va moins bien, l'autre peut peut-être se développer. Donc ça permet de partager les paniers et les œufs dans les paniers. Alors on va essayer d'entrer dans le process de fabrication sans donner évidemment des choses confidentielles, mais la particularité des Craquelins, c'est qu'ils sont cuits 2 fois. La première fois, c'est à l'eau chaude, et la deuxième fois, au four. C'est pour la technique. Oui, alors on parle de biscuit, parce que c'est cuit 2 fois, bicuit, c'est ce que veut dire le terme biscuit. Le Craquelin est un vrai biscuit, alors que parfois on va utiliser le mot biscuit pour d'autres choses qui ne sont pas cuites 2 fois. Hein. Les galettes bretonnes ne sont pas cuites 2 fois, par exemple. Donc voilà, donc c'est effectivement cuit 2 fois, et c'est cette double cuisson qui va nous donner ce produit si original, sa forme. Hein. Vous voyez tous la forme du Craquelin, qui est une écuelle. Voilà, on pourrait le poser sur un ruisseau et il flotterait un peu, comme une coque de noix. Mais comment on fait pour arriver? Il n'y a pas de moule, si? Il n'y a pas du tout de moule. Pas du tout de moule. Non, il n'y a pas du tout de moule. Il a sa forme comme ça, naturellement, non? Non, il y a une technique. En fait, c'est la magie du Craquelin, ça. Alors, c'est pas un secret de fabrication, parce que on fait visiter, nous, la fabrication toutes les semaines. Et donc, on présente cette fabrication. Non, c'est quand on fabrique des Craquelins, on joue avec l'eau. Donc, voilà, on va d'abord cuire à l'eau chaude. On parle d'un échaudé. Après, on va le laisser tremper dans de l'eau tiède pendant 1h30. Donc, on va l'assouplir. Et puis après, on va le passer au four à une cuisson très élevée. Et la cuisson très élevée va faire que toute l'eau qui est à l'intérieur va s'évaporer. Et ça va s'évaporer par les côtés du bâton. Donc, les bords se relèvent, tout simplement. Benoît? Puisqu'on est dans le domaine de la pâtisserie, moi j'ai des questions de néophyte, mais est-ce qu'on peut imaginer différents types de craquelins? Est-ce qu'il y a des spécialités de craquelins différentes? Et comment on fait pour que le craquelin soit connu de tous les Français et au-delà de tous les Français? Alors, la gamme de craquelins, on essaye de la décliner. Hein. On a le craquelin habituel qui est pris au petit déjeuner, il a une certaine forme, plutôt ovale, voilà, un certain diamètre. Et puis après, on a décliné des petits craquelins pour l'apéritif sous forme de toast. On a aussi des craquelins qui sont enrobés de chocolat avec du caramel beurre salé, avec de la marmelade d'orange, voilà, donc beaucoup plus gourmand. Voilà, donc on essaye de décliner ce produit-là. On a aussi fait des craquelins rectangulaires, on travaille sur des craquelins triangulaires avec du sel de Guérande, voilà, de la fleur de sel de Guérande, pour pouvoir le tremper directement dans le bol.
ne plus avoir le tartiné, et voilà, et on récupère comme ça le guacamole. Voilà, donc c'est vraiment une volonté de diversifier le produit parce que le produit traditionnel, voilà, il a besoin d'être rajeuni. L'image du craquelin est parfois un peu vieillotte et donc il faut rajeunir tout cela. Comment on fait connaître ce produit-là qui reste un produit de terroir hein, quand même hein. C'est un produit qui est très ancré dans son territoire. On essaye de le faire connaître déjà en ouvrant notre atelier, en faisant des visites, en proposant des ateliers de cuisine autour des craquelins dans notre bâtiment, et puis en inscrivant le craquelin au patrimoine immatériel de la France aussi. Voilà, donc là on s'est mis tous les fabricants de craquelins. Il y a encore 5 fabricants de craquelins autour de la vallée de la Rance. Et on s'est mis tous ensemble pour aller déposer un dossier au ministère de la Culture. Et donc ils ont dit OK pour inscrire le craquelin au patrimoine immatériel de la France. C'était l'été dernier. Et ça a apporté une valeur ajoutée d'emblée ou une reconnaissance, ça certainement. Alors, c'est hyper important pour les équipes déjà, qu'elles se disent, voilà, que les équipes se disent, on fabrique un produit qui est reconnu quand même, voilà, qui a une reconnaissance nationale. Peut-être que demain, ça sera encore plus loin, mais aujourd'hui national. Et puis, c'est en termes de rayonnement. Voilà, en termes de rayonnement pour que tous les vacanciers, tous les touristes qui viennent en Haute-Bretagne se disent, tiens, du côté de Saint-Malo, il y a un produit qu'on peut aller visiter et découvrir ce produit. Et ça marche bien, le tourisme industriel. Laure? Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'usine. Donc, sur ce projet, vous avez vraiment mis les aspects environnementaux au cœur du projet. J'aimerais que vous reveniez dessus et peut-être nous expliquer si vous étendez en fait cette dynamique à toutes les fonctions de l'entreprise, la réflexion que vous avez sur ces enjeux environnementaux. Oui, avec la construction du nouveau bâtiment, donc voilà, c'est un projet qui s'est fait sur 3-4 ans de réflexion et puis après de construction évidemment. On a essayé d'en profiter pour faire un bout de chemin sur la transition écologique. Hein, donc on a mis des panneaux photovoltaïques sur le toit. Ce sont des panneaux qui, l'été, nous couvrent à peu près 25% de notre consommation électrique. Donc c'est quand même assez appréciable. On a des systèmes de récupération de chaleur pour chauffer de l'eau. On a besoin d'eau chaude, on a parlé d'échaudage tout à l'heure, on a besoin d'eau chaude pour fabriquer les craquelins. Donc voilà, c'est assez vertueux finalement de récupérer cette chaleur et d'économiser du gaz. Et puis évidemment, le bâtiment il est beaucoup plus récent. Donc voilà, la conception même du bâtiment fait que voilà, il est beaucoup plus économe en termes de matériaux, en termes de différentes choses. Oui. Ouais, ouais. Alors, on ne s'est pas arrêté au simple bâtiment. On a aussi toute une réflexion sur le packaging. Voilà, beaucoup de nos consommateurs, de nos clients nous disaient oui, c'est dommage, vos sachets sont en plastique. Voilà, et donc on a depuis 2 ans revu l'ensemble de la gamme pour basculer sur du papier recyclable. Voilà, et donc maintenant nos craquelins sont vendus dans les sachets papier recyclable. Ce qui est amusant, c'est que il y a 50 ans, les craquelins étaient vendus dans du papier. Et qu'à un moment donné, on s'est dit, non, c'est peut-être plus moderne de faire du plastique. Et voilà, maintenant on revient en arrière. Le retour aux sources. Hervé? Vous êtes une industrie agroalimentaire. On l'a rappelé durant le Covid, c'est peut-être un peu déjà vieux, mais l'agroalimentaire breton nourrissait 20 millions de personnes. Et donc l'industrie agroalimentaire bretonne a été très fortement mise à profit, en tout cas au service des consommateurs. Elle a souffert après cette période-là, l'inflation, la hausse du coût de l'énergie, la difficulté de trouver de la main-d'œuvre. Les négociations commerciales viennent de se terminer, là, vendredi dernier. Comment ça s'est passé pour les craquelins? Alors nous, on a quand même un produit un peu spécifique. On a besoin de la grande distribution, évidemment, pour être référencé, pour vendre nos produits, mais d'une certaine façon, ils ont aussi besoin de nous, parce qu'on est vraiment un produit identitaire, un produit régional. Voilà, donc globalement, les négociations se passent plutôt bien avec nos acheteurs. Voilà, on est dans des référencements régionaux, hein, donc avec nos acheteurs, ça se passe plutôt bien. On arrive toujours sur les terrains d'entente. Voilà. Mais c'est vrai que pendant 2 ans, avec l'inflation, nous, on avait pris comme stratégie de ne pas augmenter nos prix pendant 2 ans. Donc, il a fallu faire le dos rond. Il a fallu faire attention. Voilà, on a vraiment fait le dos rond pendant 2 ans, mais on a vu que les volumes ont progressé. Donc c'est amusant voilà, de se rendre compte que la solution n'est pas toujours une augmentation de prix. Il faut aussi jouer sur le volume et pas toujours sur la marge unitaire. Vous essayez de pousser un peu les frontières, sortir de notre région et puis sortir de l'Hexagone? C'est prévu? On exporte en dehors de la Bretagne, Bien oui, sûr. déjà.
Et à l'extérieur, hors de Et France à l'extérieur, on exporte nos pâtisseries. Oui, nos pâtisseries surgelées vont déjà aux États-Unis, à Hong Kong. Alors, pas par nos services, mais par nos clients, par l'intermédiaire de nos clients. Mais on vend aussi en Suisse. Voilà, un distributeur en Suisse qui a pris différentes pâtisseries dans notre gamme. Et puis, on est en train de prospecter le Benelux. Voilà, donc les régions limitrophes, les pays limitrophes à la France. Benoît. Puisqu'on parlait développement, il y a le développement géographique, les canaux de distribution, mais quels sont les projets que vous avez, peut-être connexes, aux 2 lignes finalement de production dont vous nous avez parlé, voilà, sans trahir évidemment de confidentialité, mais quel serait le beau projet que vous aimeriez réaliser dans vos domaines? Alors on a déjà des projets qui sont en cours et qu'on a envie de mettre vraiment sur le chemin de la réussite. Un premier projet qui est de proposer des pâtisseries surgelées en grande distribution. Voilà, on vient de déposer une marque qui s'appelle Imprévu, qui nous permet donc de commercialiser, ça démarre, de commercialiser des individuels de pâtisseries surgelées au rayon surgelé de la grande distribution. Voilà, ça partait du diagnostic du Covid, vous l'avez évoqué tout à l'heure, où tous les restaurants se sont fermés. Et donc nous, on a eu notre activité de pâtisserie surgelée qui a vraiment souffert. Et donc on s'est dit, si malheureusement ça se renouvelle, il faut peut-être qu'on envisage autre chose. Et donc on est allé vers cette solution-là, donc développer de la pâtisserie surgelée pour la grande distribution. Et l'autre projet, c'est vraiment l'export. C'est se donner les moyens d'aller vers l'export dans les 2-3 prochaines années, d'aller vers des certifications qualité et puis vers l'export. Laure. Ça fait 15 ans que vous avez basculé dans cette aventure entrepreneuriale. Est-ce que ce que vous vivez correspond à ce que vous projetiez? Oui et non. On ne pouvait pas imaginer le Covid. On ne pouvait pas imaginer le surcoût énergétique. On ne pouvait pas imaginer le cacao qui flambe et qui fait x5 au niveau du marché de Londres. Non, tout ça, on ne pouvait pas l'imaginer. Et en même temps, c'est vraiment le métier ou la passion de l'entrepreneur. C'est que, voilà, il y a effectivement des coups violents, du tonnerre, mais on arrive à retrouver de la source, de la vitalité et puis à rebondir. Vous m'auriez posé cette question-là il y a 2-3 ans, je pense que j'aurais été plus pessimiste et aujourd'hui je suis beaucoup plus optimiste. Voilà, je vois les perspectives 2025 et 2026 qui sont assez encourageantes. Hervé. Vous nous avez dit tout à l'heure que le craquelin datait du XIIIe siècle. J'imagine qu'on ne le mange pas aujourd'hui comme on le mangeait à l'époque. Est-ce que vous avez fait des recherches sur la façon dont il était mangé au XIIIe siècle? Et puis on disait tout à l'heure en aparté que le craquelin moderne aujourd'hui, c'est le hamburger de craquelin. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait comment on franchit ce pas entre un craquelin du XIIIe et puis la consommation aujourd'hui un peu hamburger? C'est quand même un grand écart. C'est effectivement un grand écart. Les craquelins, à l'époque, ils étaient très grands en termes de dimension, en fait. Et d'ailleurs, beaucoup de nos clients nous le disent. Quand j'étais petit, le craquelin était plus grand, etc. Et encore plus au Moyen-Âge. Avec la consommation moderne, on est allé vers des miniaturisations, en fait. Et notamment le petit toast pour l'apéritif, c'en est bien l'illustration. Donc voilà, il y a vraiment cette évolution de forme qui est vraiment évolutive et chronique. Et puis après, il y a vraiment la volonté de démontrer que le craquelin aujourd'hui, c'est pas le produit d'hier, c'est pas le produit de nos grands-parents, mais c'est un produit très intéressant en termes de cuisine. Voilà, donc on fait travailler beaucoup de chefs de cuisine pour nous proposer des nouvelles recettes. Donc je vous ai effectivement évoqué le crack burger où on remplace le pain burger par un craquelin tout simplement. On va y mettre un peu de crème fraîche, un peu de cheddar, des oignons, le steak qui a été cuit quand même à la poêle. Et puis on passe ça au four. Donc le craquelin, on peut le passer au four et donc on peut le travailler de cette façon-là. On fait travailler des étudiants d'une licence à Rennes, qui est une licence Dracy, sur un projet sur toute l'année. Et ils sont en train de nous faire des propositions de recettes. Alors je dis nous, parce que là, c'est l'ensemble des craqueliniers de la région. Et ils nous font des propositions de recettes. Alors ils tentent des Queen Amman à base de craquelin, ils tentent des cookies à base de farine de craquelin, etc. Voilà, des choses très intéressantes.
puisque l'on est dans une démarche aussi très vertueuse aujourd'hui, vous êtes aussi assez fier d'annoncer que 98% vraiment des ingrédients sont très proches de l'usine, c'est-à-dire vous travaillez en circuit court. On travaille effectivement en circuit court. Alors pour les craquelins, on a besoin de quoi? On a besoin de farine. Donc le moulin est en Ille-et-Vilaine. On a besoin d'œufs. Les œufs viennent d'Ille-et-Vilaine. On a besoin de lait. On a besoin de malt d'orge. Voilà, on a effectivement des fournisseurs qui sont pas très loin. C'est l'image même de ce produit-là qui fait qu'on va chercher des fournisseurs qui sont pas loin. Et un chiffre qui est quand même important, c'est le nombre de craquelins qui sortent quand même de vos usines. 100 000 craquelins par jour. Par jour, c'est incroyable. Benoît. Moi, j'ai deux questions un peu anecdotiques. La première, je me suis toujours demandé, quand on produit des gâteaux de référence, est-ce qu'on va dans le commerce les acheter ou est-ce qu'on se sert sur la chaîne de production? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez mangé aujourd'hui un craquelin? J'en mange tous les jours. Alors, beaucoup sur la chaîne de production pour faire du contrôle qualité. Mais sinon, oui, j'en mange aussi à la maison. Voilà, le crack burger dont je vous ai parlé, moi j'ai 3 garçons ados à la maison, ils adorent, ils raffolent. Donc le samedi midi, c'est papa qui s'y colle et qui fait la recette des crack burgers. Laure. Vous avez évoqué tout à l'heure la collaboration avec la licence d'université. Je voudrais savoir quel est votre rapport à la formation. Vous faites partie aussi d'un réseau des CJD qui forme finalement les dirigeants. Donc, sur ces aspects formation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, il y a à la fois la formation du dirigeant, ça c'est un aspect un peu particulier, parce qu'il n'y a pas d'école qui forme au métier d'entrepreneur, à la profession d'entrepreneur. Donc voilà, c'est vraiment se former avec les pairs, ça c'est hyper important. Donc moi j'ai repris les craquelins de Saint-Malo en 2009, je suis rentré au centre des jeunes dirigeants en 2009. Voilà. Alors on dit jeune, je suis plus tellement très jeune, mais bon, c'est jeune dans sa tête et dans sa fonction de dirigeant. Et puis après il y a la formation des salariés. Donc nous on travaille beaucoup sur la formation en termes de qualité, d'hygiène, de sécurité, et puis des formations métiers aussi, oui. Hervé. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez inscrit au patrimoine universel de France. Vous n'avez pas dit que vous étiez produit en Bretagne. Ce sont 2 labels qui sont très différents, mais pour autant qui ramènent l'entreprise sur le territoire. Lequel des 2 est le plus important pour vous? Produit en Bretagne, inscription au patrimoine immatériel de la France? Ils sont tous importants. Alors en fait, on en a même 3. On est effectivement produit en Bretagne depuis 2007. On est entreprise du patrimoine vivant, donc ça c'est un label qui est donné par l'État à des entreprises qui détiennent des savoir-faire un peu anciens, qu'il faut promouvoir, etc. depuis 2014. Et l'inscription du craquelin, ça c'est plus une démarche collective, hein, l'inscription du craquelin au patrimoine immatériel de la France. Je dirais que les 3 se complètent, à la fois du local, du patrimoine et du développement. Voilà, c'est complémentaire. Entre tradition et modernité, c'est un peu le leitmotiv de votre structure. Oui, parce que la tradition, c'est bien. Mais c'est vrai que le craquelin était davantage consommé avant. On n'est plus que 5 fabricants de craquelin aujourd'hui. Quand moi j'ai repris les craquelins de Saint-Malo, nous étions 6. Donc il ne faudrait pas non plus que demain on soit 4. Voilà, l'enjeu il est là, il y a un enjeu de pérennité. C'est pour ça qu'on va chercher toutes ces illustrations d'inscription, de patrimoine, etc., pour rappeler que voilà, le craquelin fait partie de notre patrimoine et il faut le défendre. On a besoin de tout le monde pour défendre le craquelin. On a besoin d'ambassadeurs. Vous êtes tous là et je suis sûr que déjà vous avez fait connaître le craquelin autour de vous, autour d'une table basse avec des petits craquelins et des rillettes de sardines ou de thon. Allez, l'une des dernières questions avec vous, Benoît. Est-ce qu'il y a un produit régional en France, que ce soit dans la pâtisserie ou autre chose, dont vous aimeriez être dirigeant de l'entreprise qui les fabrique, en dehors du craquelin? Alors, pas forcément être le dirigeant, mais ma référence, c'est le biscuit rose de Reims, qui avait une image un peu vieillotte, et qui aujourd'hui est référencé au niveau de toute la France. Voilà, donc c'était les biscuits qui étaient utilisés à l'époque pour
pour déguster le champagne, en fait. Hein. Ça permettait de les tremper. Et puis après, évidemment, il y a toutes les charlottes, etc. Mais voilà, l'image du biscuit rose de Reims, qui était vraiment un petit produit régional, c'est plutôt dans cet esprit-là, voilà, de référence. J'aimerais évoluer dans ce sens-là. En tout cas, il fait partie de notre patrimoine, le craquelin de Saint-Malo. Et vous en êtes à la tête, Régis Boiron. On peut vous applaudir et vous remercier vraiment pour toutes ces informations. Donc si on a bien compris, le craquelin, c'est le matin, le midi et le soir à tous les repas. Merci à vous. On aura grand plaisir à vous retrouver pour votre Business Club de l'Ouest et bien évidemment l'économie décryptée par ceux qui la font. Merci à toutes et à tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. #la réussite est en vous.